T'as des beaux cheveux? Mais là. T'es fine. Mais là. Ah oui, non, pas mais là. fin. C'est mieux Ça quand tique? t'as une tuque. Tes langues sales, t'es incroyable. Du moment que je fais un petit changement sur mon apparence physique, t'es pas mieux que personne. Mieux que personne. Un bully. Tellement un deux pas poids, fin. deux mesures. Tu peux bien dénoncer. Ouais, un poids. Une mesure. Et là, est-ce que tu es en train de nous annoncer qu'il y a un autre féminicide? Oui, monsieur. C'est vrai? Oui. On est le 19 janvier, là. Oui, puis ça s'est produit hier, donc ça serait la quatrième femme tuée dans un contexte conjugal en l'espace de moins de 3 semaines. Puis tu le sais, ça fait quand même un bout là, que je fais cette job-là. J'ai jamais vu de début d'année aussi catastrophique. Hier après-midi, on est à Rougemont. Dispute entre un homme et sa conjointe. Puis le fil des événements n'a pas encore été établi là, avec précision parce que le suspect est toujours hospitalisé. Les policiers aux dernières nouvelles n'avaient pas encore été en mesure de lui parler. Selon mes informations, donc, chicane entre un homme et sa conjointe. Leur fillette en bas âge est présente dans le logement. À un certain moment, l'homme aurait pris un couteau et aurait poignardé sa conjointe à de multiples reprises. Selon des voisins à qui on a pu parler, le suspect aurait ensuite habillé sa petite fille, l'aurait mise à l'extérieur en lui disant de partir. Les voisins ont vu le père à ce moment-là, couvert de sang, qui tenait encore un couteau dans ses mains. Le suspect serait retourné à l'intérieur, aurait mis le feu au logement. La victime qui a succombé à ses blessures, elle s'appelle Véronique Champagne. Elle avait 40 ans. Son conjoint de 41 ans traîne un lourd passé criminel, notamment en matière de violence conjugale. N'a pas encore été formellement arrêté ni accusé, mais je te le disais, c'est sans doute une formalité là, parce qu'il se trouve sur son lit d'hôpital, parce que lui a été quand même gravement blessé dans cet événement-là. Et là, il reste à savoir, est-ce que c'est la victime qui s'est défendue ou c'est lui qui s'est lui-même infligé les blessures? On pencherait peut-être plus vers la deuxième option. Mais je te le disais, ça serait donc la 4e femme tuée dans un contexte conjugal depuis le début de l'année. Troisième procès, pour quelle raison? Bien, pour un homme qui a battu une dame âgée, ça se passe en 2017 à Tadoussac, sur la Côte-Nord. 2 gars qui entrent dans la résidence d'une madame âgée. La madame a 81 ans. Ils veulent commettre un cambriolage, mais le cambriolage ne se déroule pas comme prévu. Qu'est-ce qu'ils décident de faire? Ils décident de tapocher la madame, mais tapocher sévèrement. Ils ont même saisi une lampe de chevet pour la battre à coups de lampe. On va voir le visage de la dame, le visage est brouillé, mais a été laissé dans un sale état. La madame a survécu, mais comme on peut le voir, très, très maganée. Les 2 suspects ont finalement été arrêtés tout près de 2 ans après le crime. Avant d'être mis en liberté, avec des conditions à respecter, Benoît, malgré la gravité des accusations auxquelles il faisait face, le premier gars, il s'appelle Ko Prakongam, a été condamné au moment où on se parle. Il a déjà purgé sa peine. Il est déjà en liberté conditionnelle. L'autre accusé là-dedans, Christopher Seota, lui avait été condamné également à 10 ans d'emprisonnement, mais il avait fait appel parce qu'il disait qu'il y avait une preuve inadmissible qui avait été retenu par le juge durant le procès. Ça s'est rendu jusqu'en Cour suprême, cette affaire-là, le plus haut tribunal du pays. Et la Cour suprême avait dit, on ordonne la tenue d'un nouveau procès. Alors, le nouveau procès s'est tenu fin 2024, début 2025. Et le juge... On paye, là. Nous on paye pour tout ça, là. Et le juge, avant de rendre son verdict, est décédé subitement. Fait que le juge meurt, fait que là, on ordonne la tenue d'un 3e procès. Juste à dire, pendant toutes les procédures judiciaires, Christopher Seota est demeuré en liberté. Et là, tu as les proches de la victime qui disent « Hey, fait au-dessus de 8 ans là, que ça s'est produit. Nous, là, on aimerait ça passer à autre chose. On aimerait ça passer par-dessus cet événement-là. » Et pendant ce temps-là, tu as Christopher Seota qui devrait subir son procès. Là. Il est en liberté. En fait, son procès s'ouvre aujourd'hui au palais de justice de Bécomo. Extraordinaire. C'est extraordinaire. Il est en liberté 8 ans après. Son complice là-dedans a eu le temps de purger sa peine, puis là, il est en libération conditionnelle. Là. Mais son complice a eu le temps de purger sa peine au complet pendant que lui profite de la vie. Oui, il doit avoir mais la victime là, est rendue à presque 90 ans. De ce que je comprends, là, selon tous les articles que j'ai lus, elle serait encore en vie au moment où on se parle. Imagine le traumatisme de cette femme-là. Mais c'est une femme qui était autonome. Et maintenant, on doit s'occuper d'elle parce qu'elle ne l'est plus. Imagine. Crapule. Édith Blais.
Edith Blais qui prend une pause des réseaux sociaux, une pause qu'elle juge nécessaire dans les circonstances pour protéger sa famille et ses proches des commentaires virulents dont elle fait l'objet sur les médias sociaux. Le nom d'Edith Blais vous dit peut-être quelque chose. Edith Blais, c'est cette Québécoise qui a été kidnappée par un groupe djihadiste en 2018 au Burkina Faso. On l'a reçu ici. Ouais. Elle a réussi à s'enfuir au bout de 450 jours de captivité. Je me souviens... Un livre fascinant, je l'ai lu. Ouais. Là. C'est fascinant, ce livre-là. Puis tu sais, moi, je me souviens d'avoir suivi cette histoire-là. J'étais vraiment content quand on l'avait vu sortir. C'était un véhicule, un taxi où on l'avait vu. Puis je me souviens que la première fois qu'elle s'était adressée aux médias, je l'avais trouvée froide. J'avais trouvé que cette jeune femme-là était froide. Puis en même temps, je m'étais arrêté, je m'étais dit... a le droit, je pense, d'être un peu froide. Je veux dire, ça fait 450 jours que tu es en captivité, que tu sais pas si tu vas survivre. Et là, elle a décidé d'écrire un livre. Le livre, tu le disais, Le Sablier. Edith Blais a participé récemment à un podcast où les animateurs du podcast lui ont demandé combien de livres tu as vendu. Puis elle répond candidement, à peu près 100 000. Puis les gars lui demandent, tu as fait combien par livre? Elle dit à peu près 3 piastres. Et là là! Faire de l'argent avec un livre. La publication de ce podcast-là a entraîné une trollée de messages violents, là. Des gens qui l'accusent d'avoir juste voulu faire une passe de cash. Des gens qui... Moi, je croyais pas son histoire à l'époque, je la crois pas plus aujourd'hui. Des gens qui s'attaquent à son physique. Ils pensent qu'elle est menteuse, qu'elle a inventé tout ça pour l'argent. Mais essentiellement, ils l'accusent d'avoir écrit un livre pour du cash. Tu sais, puis elle se défend comme elle peut. Elle dit, écoutez, moi, je vais prendre une pause des médias sociaux. Puis pour ceux qui m'accusent, écoutez, je vis dans un modeste appartement avec mon chum, ma fille. Je fais profil bas. J'ai donné à plein de causes qui me tiennent à cœur. Il y a les impôts qui sont passés. Justifié. Mais c'est ça! Hey, elle écrit un livre. Moi, je l'ai lu, le livre. Là. C'est un très bon livre. Puis c'est une expérience humaine unique. Ouais. Alors, tu lis ça. Là, il y a des gens qui l'ont lu, qui l'ont acheté. Puis les deux animateurs, et on n'a pas à juger parce que quelqu'un a du succès. Oui, mais tu sais, la question de savoir combien qu'elle fait, OK, sauf que c'est surtout les commentaires. Mais il n'y a pas une responsabilité aussi des gens qui font le podcast de modérer les commentaires en dessous des vidéos. Ça, c'est important aussi pour respecter tes invités. Puis, tu sais, écrire un livre qui se vend, là, je veux dire, elle en a écrit un, tu sais, 3. Moi, je le sais. Puis là, à un moment donné, il faut t'en écrire un autre, ça peut prendre 2 ans, 3 ans. Fait qu'il faut t'étaler les revenus sur ce temps-là. Mais au-delà il y a plein de facteurs. L'impôt passe dedans. Ouais. Le temps que tu écrivais le livre, peut-être que tu ne travaillais pas. Fait que là, il faut que tu rembourses des dettes que tu as. Il y a plein de facteurs. Le temps que tu étais pris là-bas, tu travaillais pas. C'est un détail, ça. Je veux dire. Mais au-delà de ça, on est en train de reprocher à une fille d'avoir écrit un livre pour faire de l'argent. Même si c'était vrai, c'est quoi le problème? On fait-tu la liste des gens qui font des choses pour faire de l'argent? Ben oui. Ben là, moi, je vais arrêter de faire de la radio. Puis tu vas arrêter de travailler. Ben c'est ça. Puis j'aime ça, mais je veux faire de l'argent. Le don de soi. Mais quelle mouche à marde. C'est ça. Fait que c'est un autre exemple de gens qui, derrière leur clavier, tu sais, des gens qui commandent son physique, qui l'insultent sur son physique. Sérieux? C'est débile. C'est débile parce qu'ils le font pas sur les hommes, mais là, ils le font sur les femmes. Puis en même temps, Edith Blais, laisse faire, tu sais, les réseaux sociaux, ferme ça. C'est tout ce qu'il y a là-dessus. Puis si quelqu'un t'aime, va t'appeler. Tu sais, si quelqu'un veut être ton ami, il va être ton ami. Mais c'est pas vrai. D'abord, c'est pas des vrais amis, c'est pas des vraies connaissances. Puis attendent juste... Les gens sur les réseaux sociaux attendent juste une occasion. Mais je passe beaucoup de temps, tu sais, évidemment, sur les réseaux sociaux à regarder ce qui se fait. À part Tinder? Je veux pas. Moi, je l'ai pas qu'avant ça, mais il y a beaucoup, beaucoup de violence. C'est épouvantable. C'est épouvantable. C'est des lâches. En général, c'est des lâches. Fait que, tu sais, laissez faire ça. On souhaite le meilleur à Edith Blais. Puis, qu'est-ce que tu veux? Ouais. C'est tout? C'est assez. Parfait. À demain.